Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission d'après-course du Bulletin GP. Abdoussal avec vous et très content de vous accueillir pour revenir sur ce Grand Prix de Turquie 2021 disputé à l'Istanbul Park. Et pour parler de cette 16e épreuve de la saison, j'accueille avec moi Marc-André Fortin. Salut Marc-André. Salut Abdou. Comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Ah oui, ça va très bien. Écoute, c'est un long week-end en plus, donc on en profite. Oui, moi, c'est le début de ma semaine de mi-session. Donc, de mon côté aussi, je vais en profiter pour me reposer un peu et écouter des séries que je n'ai pas encore eu la chance d'écouter. Ah, tu regarderas le documentaire sur Michael Schumacher. Oui, c'est dans ma liste de choses à faire. Excellent, excellent. Mais avant de parler de documentaire de Michael Schumacher, on va revenir sur le Grand Prix de Turquie qui a eu lieu au moment où on enregistre, qui vient de se terminer. Alors, tu savais qu'aujourd'hui, c'était la journée internationale du porridge? Non, Tu veux je savoir? l'apprends. Ah ouais? Ouais. Écoute, ça tombe bien parce que le vainqueur du Grand Prix de Turquie est un amateur de porridge. Et c'est Valtteri Bottas, parti en pole position, qui a gagné devant les Red Bull de Max Verstappen et de Sergio Perez, ainsi que leur livrée blanche en hommage à Honda. Charles Leclerc, 4e. Lewis Hamilton, parti 11e, termine 5e. Pierre Gasly, 6e. Lando Norris, 7e. Carlos Sainz, parti en fond de grille, termine 8e. Lance Stroll, 9e. Et Esteban Ocon, quelle course il a connue, avec une stratégie à 0 arrêt, termine 10e. Évidemment, c'était une course qui était sous conditions mouillées, donc les arrêts au puits sont optionnels quand c'est une piste détrempée avec des pneus intermédiaires. Alors, Marc-André, on va faire comme d'habitude, donner nos évaluations post-Grand Prix. Donc, quelles sont tes performances, contre-performances et moments cocasses? Je vais commencer par Valtteri Bottas comme étant l'un des pilotes qui s'est le plus démarqué en fin de semaine. Honnêtement, il a connu une course d'enfer. Ça a été extraordinaire. Il y avait un bon rythme de course, malgré que, bien sûr, la Red Bull n'était pas en grande forme. Dès le début de la fin de semaine, l'écurie avait un peu annoncé qu'elle allait être en dessous des performances attendues pour tout plein de raisons qui ont été expliquées. Donc, exactement, Verstappen, ça a été une course difficile en raison de tout ça, mais réussi quand même à terminer 2e. Mais Valtteri Bottas, honnêtement, il a réussi à plusieurs reprises à avoir 5 secondes sur Verstappen, même à la fin, à en avoir près de 9 si je ne me trompe pas. Donc, ça a été une course étonnante pour lui. Je pense que ça va lui faire du bien aussi de connaître un tel Grand Prix à cette période de l'année où la fin avec Mercedes approche et tous les points et toutes les bonnes performances sont bien reçus par Valtteri Bottas. Effectivement. Vraiment, Bottas a été dominant tout au long du week-end, en fait. Même si Hamilton, en qualification, avait l'avantage, mais beaucoup doutaient, en fait, qu'il allait rater son départ, mais il a été très bon aussi. On va en reparler de Bottas un peu plus tard. Non? Oui, vas-y. Moi, mais si je peux continuer, j'irai avec un gars qui sort un peu de nulle part, mais Yuki Tsunoda. Bon, on termine 14e, c'est peut-être pas le résultat attendu par lui, mais honnêtement, il a réussi à tenir Hamilton à un moment important pour lui dans la course. Et puis, il a livré une belle bagarre, même il a tenu Hamilton de près. Donc, pour toutes ces raisons, je vais lui donner aussi cette mention de pilote du jour. Ouais, moi je suis peut-être pas d'accord parce que oui, ça a été son début de course a été très bon en résistant aux attaques de Lewis Hamilton, pardon. Mais son tête à queue a carrément ruiné sa course. Alors, je suis pas prêt à lui donner à le mettre comme pilote du jour, mais peut-être une mention honorable pour. Ouais, mention honorable peut-être. Mais en même temps, je pense que, bon, un tête à queue, dans ces conditions, peut arriver à pas mal tout le monde. Mais je pense que c'était Ouais. important pour lui de tenir Hamilton. C'était pour sa confiance et tout ça. J'ai l'impression que ce moment dans la course va être plus important pour le reste de la saison que ce petit tête à queue qui
bon, oui, il a de l'importance parce qu'il finit 14e et gâche complètement sa course. Mais néanmoins, je pense que ce petit moment peut être important pour lui. Ouais, je suis d'accord sur une partie de ce point, effectivement. Ça va, parce qu'il n'a jamais roulé sur ce circuit, je peux comprendre. Donc, c'est ça. Sinon, as-tu une autre performance? Une Non, pour contre-performance? aujourd'hui, tu sais, quelques mentions honorables également. Là, Perez qui réussit enfin à aider Red Bull à avoir des points importants, à Oui. faire en sorte qu'Hamilton termine une position de moins. Ça, c'est toujours bien pris par Max et Red Bull. Donc, enfin, Perez est capable de jouer son rôle de deuxième pilote et d'amasser des points qui, bon, jusqu'à la fin, vont être importants autant pour les pilotes que pour les constructeurs. La course n'est pas finie. J'espère que Perez va pouvoir continuer sur cette lancée pour espérer terminer en bonne posture pour que Red Bull puisse peut-être remonter la pente au chapitre du classement des pilotes. Ouais. Des constructeurs, pardon. Ouais, effectivement, parce qu'il reste États-Unis, Mexique, Brésil, Qatar, Arabie Saoudite et Abu Dhabi, où dans la plupart, certes, il y a un avantage avec Red Bull, un avantage à Red Bull, surtout Mexique et Brésil. Mhm. États-Unis, je sais pas, ça risque d'être légèrement un petit avantage à Mercedes. Mais évidemment, Jeddah et Qatar sont les grandes inconnues, donc on verra qu'est-ce que ça va donner. Mais c'est très important pour Red Bull d'avoir le soutien de Perez, comme Mercedes a eu le soutien de Bottas ce week-end. Et depuis le Exact. retour, à part peut-être Belgique, depuis le retour des vacances, Bottas est en plus grande forme que Checo. As-tu une contre-performance? Euh, il y en a quelques-uns. Bon, bien sûr, j'ai pas aimé le début de Alonso. Honnêtement, je pense que c'est lui qui était fautif sur la pénalité de Gasly. A été un peu trop agressif en début de course. Gasly était un peu pris en sandwich. Je pense que Alonso aurait dû peut-être ralentir un peu son rythme pour ne pas être en contact. En plus, après ça, il y a eu cette fameuse pénalité. Donc, ça l'a vraiment gâché sa course. Il a terminé 16e. Pour Alonso, ça a été une course difficile. Ouais, effectivement. Écoute, Alonso qui ne marque pas de points. Et ça peut être joué. Et je pense que la pénalité à Gasly était un peu sévère. Oui, moi aussi. Je Ouais. pense que du côté des gars du commissaire, on aurait pu laisser ça entre les mains des pilotes et pour qu'ils règlent leurs problèmes en piste, comme le dit souvent Pierre Rude. Donc, j'ai hâte de voir la prochaine course d'Alonso parce que s'il va devoir se reprendre en main, parce qu'Alpine ont besoin de points de la part de leurs deux pilotes. Euh, excès. Sinon, Maspin, bon, bien sûr, on en parle souvent, mais je pense que de son côté, encore une fois, il nous a montré qu'il ne se concentre que sur la conduite et pas sur les autres. Alors, ça a été une autre bonne démonstration de ce que Maspin peut faire avec son quasi-contact avec Hamilton alors qu'il était sous drapeau bleu. C'était dangereux, pas nécessaire. Tu voyais qu'il n'était pas conscient de ce qui l'entoure. Et ça, honnêtement, c'est inacceptable présentement. Ouais, et vraiment, c'est. Et présentement, il n'est toujours pas sous enquête pour cela. Donc, peut-être que, comme tu l'as dit avant d'entrer en onde, peut-être que du côté de la FIA, on a dit que ça n'a pas trop dérangé Hamilton sur la suite, mais c'est pas la première fois qu'on parle de Mazepin et des drapeaux bleus. Je sais pas si tu te souviens de ce qu'il a fait avec Checo au Grand Prix du Portugal. Uh-huh. Ben, c'est ça, il va falloir qu'il fasse très attention parce que sinon il pourrait créer un gros accident si il n'est pas alerte en piste. On se moque beaucoup de la fameuse phrase, de la fameuse citation de Julian Palmer il y a quelques années qui disait You have to be alert on a street circuit. Ben, c'est quand même vrai, là. Il n'a pas tort parce que tu dois rester quand même alerte, non pas seulement sur les circuits urbains, mais partout, surtout si tu es un retardataire. Et aussi, il finit dernier alors que Mick Schumacher, qui a été impliqué dans un accrochage avec Fernando Alonso, était capable de rattraper le pilote russe. Alors, on voit maintenant. C'est difficile.
C'est difficile, mais on savait que Ben oui. Schumacher allait avoir le dessus sur Mazepin, c'était clair et net. Moment cocasse? Écoute, encore une fois, on dirait qu'il n'y a rien qui m'a donné dans la laine. À part peut-être cette petite querelle entre Hamilton et son écurie, on va en parler un petit peu plus tard. Mais euh, écoute, quand tu as un pilote comme Hamilton et une décision à prendre en tant qu'écurie, c'est toujours un peu difficile. Et là, je pense que ça ne fait vraiment pas l'affaire d'Hamilton, donc on pourra y revenir un petit peu plus tard, là. Ouais, effectivement. Moi, de mon côté, mes évaluations, performance du jour, Valtteri Bottas, effectivement, domination. Carlos Sainz aussi, avec un nouveau moteur et une pénalité de grille, parti 19e, fini 8e. Ça a été une très bonne course, très actif sur les dépassements. Alors, vraiment chapeau à l'Espagnol. Sinon, mention honorable à Esteban Ocon. Et ça, on va en Uh-huh. reparler. Mais il est parti 12e, fini 10e. En Sans, restant sur la piste. en restant sur la piste. Alors, mais malgré tout, le gros mais, c'est qu'il a perdu du temps. À peu près 4 à 5 secondes sur les derniers tours. Alors, il a été chanceux que la course se termine maintenant. Il a disputé 57 tours, étant donné qu'il a terminé en tour de retard de Bottas. Mais vraiment, un très bon travail de la part de Ocon. Mention honorable aussi au Alfa Romeo, hein, parce que on ne les a pas vus du tout, et je dis bien du tout, mais ils finissent à la porte des points. Mhm. Pendant que je vais aller chercher le classement final du Grand Prix, en fait, euh, les deux Alfa Romeo, surtout Raikkonen, a connu 11 et 12. 11 et 12. Un très bon départ. Un très, très bon départ pour les deux pilotes Alfa Romeo. Puis en plus, dans les derniers tours, ils ont réussi à dépasser Daniel Ricciardo, qui en a arraché avec ses pneus intermédiaires lors de son arrêt au puits. Alors, chapeau à Alfa Romeo. Sinon, contre-performance, Fernando Alonso, oui, ça a été compliqué. Bon, on a retrouvé la caméra avec Marc-André, mais on enregistre en audio. Alors, Ça, c'est la prochaine fois. unlucky! Mais Alonso, oui, effectivement. Tsunoda, je le mettrai aussi parce que je pense qu'il pouvait marquer des points. Nikita Mazepin aussi, comme on l'a dit. Moment cocasse. Sébastien Vettel, cette décision de s'arrêter pour des slicks. Ah, Oh c'est mon vrai. Dieu! Je l'avais oublié. Aïe, aïe, aïe. J'ai du mal à comprendre comment ça se fait qu'ils ont été. Autant l'écurie que Sébastien Vettel a accepté de partir avec des pneus slick. Oh boy, déjà qu'il n'était pas en mesure de marquer des points, il finit, on va dire, dernier si on exclut les Haas. Donc, non, c'était une décision saugrenue. En Ouais. même temps, est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose à perdre dans la position où il était? Et je ne suis pas totalement d'accord avec leur position, mais il y avait peut-être quelque chose à essayer, malgré que la piste était vraiment pas assez belle pour. C'est une décision qui était assez difficile à comprendre, effectivement. Ouais, et en plus, c'était pas une course où c'était sur une surface. On avait une surface sèche complètement comme n'importe quelle situation. La piste était un peu huileuse comme mes cheveux en ce moment. Ouais. Donc, donc c'est ça. C'était une décision un peu bizarre. Donc voilà, c'est ça qu'on a fait nos évaluations. Maintenant, on va aller un peu plus en détail. Bottas qui gagne devant les deux Red Bull. On va se concentrer sur Bottas parce que je te lis ce que Toto Wolff a dit à Canal Plus vient de dire en fait. Parce qu'on parle beaucoup de la stratégie d'Hamilton. Mais Toto Wolff a tenu à nous rappeler que Bottas a gagné ce Grand Prix. Et Uh-huh. il a été excellent du début jusqu'à la fin. J'avais des petits doutes à savoir peut-être que Verstappen allait avoir un meilleur départ parce qu'il est bon sous des conditions détrempées.
Et surtout avec le fait que Bottas a eu tellement de la difficulté l'année dernière sur ce circuit avec de nombreux têtes à queue. Bottas a bien géré ça, puis après 2 ou 3 tours, il avait déjà une seconde et demie d'avance sur Verstappen. Alors, vraiment, le Finlandais mérite sa belle 10e victoire, et surtout en ce beau jour international du porridge. Donc, il va pouvoir célébrer ça. Je ne sais pas s'il y a une base d'alcool. On peut mettre de l'alcool dans du porridge, mais je crois qu'il a célébré ça. Il va pouvoir célébrer ça, surtout dans l'optique où il limite les dégâts en fait du côté de Mercedes et évite de donner à Red Bull des points supplémentaires. Ça a été une course plus que convaincante dans le clan de Bottas. Honnêtement, il a pris l'avance sur Verstappen. Un très beau départ. Moi aussi, j'ai été surpris par son départ parce que bon, il y a eu aussi son lot de problèmes lors des départs. Donc, c'était pas étonnant, mais ça fait, je pense, du bien à un peu tout le monde de le voir partir comme ça, en flèche. Et puis, Verstappen n'a jamais été capable d'être près de lui. Ça aurait pris vraiment une grave erreur au puits pour que Bottas perde l'avance parce qu'il en avait une très bonne. Ah oui, effectivement. Et puis, surtout que dans une situation où les deux Red Bull géraient très bien leurs pneus, Bottas a été capable de répliquer. Parce qu'à un certain moment, Verstappen s'est rapproché de Bottas, mais ensuite, il n'a jamais été inquiété. Et même là, le dépassement qu'il a fait sur Charles Leclerc, qui lui aussi était à un cheveu de réaliser une stratégie à zéro arrêt, c'était une stratégie très importante, un dépassement très important aussi. Alors, je crois que le Finlandais ne mérite que des fleurs. Et le pot, on va le donner après à la stratégie, mais les fleurs reviennent entièrement à Bottas pour cette victoire dominante et en plus d'aller chercher le point bonus pour le meilleur tour dans une journée où Sergio Perez aussi, qui est le numéro 2 chez l'ennemi, a été capable d'être un niveau au-dessus de ce qu'il a été tout au cours de la saison. Alors, je crois que c'est très important pour Mercedes pour la suite du championnat, surtout qu'il y a 36 points de retard pour Red Bull sur Mercedes. Oui, ça va être une course jusqu'à la fin. On en parlait un petit peu plus tôt. Honnêtement, il reste 6 courses, Ouais. si j'ai bien compté. Ouais. Moi, je pense que ça va jouer là, dans les deux dernières courses, en espérant qu'aucun pilote soit pris par des bris mécaniques puis tout ça, parce que c'est à ce moment-là que le classement peut se resserrer assez rapidement ou, le contraire, peut avoir une plus grande différence pour Mercedes. Parce que si l'une des 4 voitures tombe en panne et a un accrochage ou peu importe, c'est là que les points peuvent se gagner rapidement pour les deux équipes. Donc, à voir là, dans les prochaines courses qu'est-ce qui va arriver. Exactement. De l'autre côté du pit wall, du garage, je veux dire, Lewis Hamilton finit 5e, mais ce qui retient l'attention actuellement, le sujet de discussion, c'est à savoir, est-ce que Mercedes s'est arrêté? Est-ce qu'il s'est arrêté trop tard ou il aurait dû rester en piste? Moi, personnellement, je dirais, il a limité les dommages. Parce que oui, je sais que il finit 5e, il y avait une possibilité de monter sur le podium. Mais est-ce que Mercedes était vraiment prêt à tout risquer juste pour cela? Je ne pense pas, parce que Mercedes est quand même une équipe. C'est pas pour rien. Ils ont gagné les championnats de 2014 jusqu'à l'année dernière. Ils savent ce qu'ils font. Certes, cette année, en matière de stratégie, ça n'a pas été fameux, mais je pense qu'ils n'avaient pas le choix. Quand on regarde aussi Bon, je l'ai dit sur Twitter, c'est une stratégie qui va coûter cher à Hamilton parce que il y avait Gasly et Norris qui se rapprochaient. Il avait du graining sur ses pneus neufs en plus. Mm-hmm. Non, je pense que
Ils auraient dû dire à Hamilton de rentrer au moment où au moment opportun, c'est-à-dire bien des tours avant. Je suis complètement d'accord. Sa position de son côté est que si Ocon a pu se rendre au bout, lui aussi, il aurait été capable. J'ai des doutes sur cela. Là où je suis sûr, c'est qu'il aurait dû s'arrêter comme tout le monde. Quand tout le monde s'est arrêté, il aurait dû suivre la vague. Comme d'habitude, il a voulu essayer de jouer un tour aux autres en restant sur la piste, en poussant le moment de son entrée. Et ce que ça a fait, c'est que toutes les tours qu'il aurait pu faire quand Gasly s'est arrêté, il y a eu un problème de grainage également. Quand Leclerc s'est arrêté, il y a eu un problème de grainage. Donc, Ouais. c'est à eux, Mercedes, de dire à Hamilton, regarde, on a la situation depuis le début. Dès qu'un pilote change de pneu intermédiaire, il y a un problème avec son deuxième train. C'est à toi de rentrer immédiatement pour que la conséquence du grainage se fasse bien avant les derniers tours pour que tu aies des pneus optimales pour la fin de la course. C'est pas ça qu'il a décidé de faire. Maintenant, il aurait dû s'arrêter comme tout le monde au moment opportun, comme tu l'as mentionné. Lorsqu'il s'est arrêté, je pense qu'il avait comme dépassé la limite maximale pour ses pneus. Et maintenant, c'est à lui de prendre la conséquence. C'est à Mercedes de prendre la conséquence, qui est que Verstappen a pris la pénalité de moteur en Russie. Il est parti 20e. Il a réussi à terminer deuxième. Mercedes a pris la pénalité de moteur, quelques pénalités de moteur pour commencer la course. 10 places derrière la position où il s'est qualifié et il termine 5e. Donc, Mercedes aujourd'hui sont perdants, considérant que Red Bull ont réussi à avoir un meilleur résultat en affrontant la pénalité. Ouais, mais en même temps, la différence, c'est que en Russie, Verstappen a bien choisi son moment pour s'arrêter, pour Oui, finir deuxième. oui, effectivement. Cependant, moi, je me dis, en regardant aussi, parce que je viens d'écouter le commentaire de Sam Collins sur F1 TV, l'après-course, moi, je pense que ce n'aurait pas été possible pour Hamilton de finir la course avec ses pneus. Moi, Moi non plus. je pense il aurait tout simplement perdu du temps, peut-être même perdu une quatrième place. Certes, ça aurait limité encore plus ça aurait été mieux s'il terminait derrière Verstappen, proprement dit, donc troisième. Mais je crois que autant lui, il a même dit, il prend une partie du blâme aussi. Mais Mercedes aussi aurait peut-être dû insister. Mais quand même 6 points, je dois dire. Surtout considérant que l'écart entre la première et la deuxième place, c'est 7 points. Et ajoute à ça le point Bonnie. La balance pourrait revenir en faveur de Hamilton. Totalement. Donc, on va dire, cinquième, c'est peut-être mieux comme ça, mais c'est sûr qu'il y aurait eu beaucoup plus pour Hamilton. Oui, il aurait pu avoir plus de points. Maintenant, je pense qu'il a un peu sauvé la banque parce que, bon, c'est vrai que rendu là, tous les points sont importants. Donc, une stratégie différente aurait peut-être empiré la situation. Donc, maintenant, je pense que pour Hamilton et Mercedes, il faut qu'ils l'oublient. Il faut que tous les deux oublient cette course et regardent vers l'avenir parce qu'il y a de grosses courses qui s'en viennent pour eux. Pardon, j'ai eu un petit problème de micro. Non, ok, ça Ouais, fonctionne. ça fonctionne. Il y a de grosses courses. États-Unis, comme tu l'as dit tantôt, les données sont pour l'un comme pour l'autre. Donc, ça va être une course qui va être surprenante. Ensuite, le Mexique, ça appartient habituellement à Red Bull. Donc, c'est pratiquement un territoire Red Bull, surtout avec la présence de Sergio Perez maintenant. Ah oui, c'est vrai. Ça améliore leur importance sur ce circuit. Ensuite, au Brésil, Verstappen, il vole sur ce circuit, surtout s'il pleut. On espère un petit peu de pluie au Brésil, c'est toujours un petit peu plus le fun. Donc, toutes les courses vont être importantes et tous les points vont, à la fin, être pris en compte. Ça ne serait même pas étonnant que le championnat se décide à Abu Dhabi. Ouais, moi, je pense que ça va se terminer à Abu Dhabi. Ça, c'est clair. À moins que, par À exemple... moins des bris mécaniques ou tout ça, ça... Exactement. Et parlant de stratégie à zéro arrêt, parlons-en de Esteban Ocon.
Je sais pas si je viens de voir l'état de ses pneus après la course. Il y a un gros méplat, il y a un gros méplat sur le côté droit. Comme ça se peut pas, mais vraiment, pour être parti 12e et pour finir avec un point, ça a valu la peine. Mais par contre, Ocon a perdu du temps. Il s'est fait dépasser par Lance Stroll, soyons honnêtes, qui était sur des pneus un peu plus frais. Mais je crois que le Français a connu, ben, certes, a connu une meilleure course qu'Alonso, mais dans une situation comme celle-là, cette stratégie a vraiment rapporté aux Français. Oui, complètement. Ça a été une bonne décision pour lui. Je pense qu'il avait confiance en ses pneus. Il s'est rendu jusqu'à la fin. Ça aurait pu être catastrophique pour lui aussi parce que si le méplat, justement, se dégrade encore plus et atteint le point de non-retour, ben, ça peut être un pneu crevé, ça peut être tout plein de choses. Donc là, tu perds tout ce que tu espérais gagner. Mais dans son cas, tout s'est bien passé. Bon, il avait une vitesse, un rythme de course assez lent vers la fin et c'est normal. Bon, il n'a rien pu faire contre Stroll, mais il a limité les dégâts. Il a Mhm. réussi à gagner des positions et finalement à obtenir un point important pour Alpine, en terminant même devant Alfa Romeo et la McLaren de Ricciardo. Donc, pour lui, je pense que c'est une grande victoire aujourd'hui. Euh, il profite des points, il profite de tout ce qu'on peut lui donner. Et en plus, donc c'est ça. Ouais, effectivement, un très bon travail de la part de Ocon. Tu en as parlé on en a parlé un peu plus tôt, la pénalité de Pierre Gasly à Fernando Alonso, ben, et la pénalité d'Alonso sur Mick Schumacher. Moi, personnellement, je pense que bon, je suis un peu déchiré parce que je pense que la pénalité est un peu sévère pour Gasly. Parce que, Mhm. mais en même temps, Perez avait la ligne de course. Parce que c'était la voiture qui était euh, collée à celle de Gasly et d'Alonso. Donc, en passant, d'ailleurs, les deux ont des points de pénalité, donc deux chaque. Mais je sais pas, j'ai comme l'impression qu'on a été un peu plus sévère avec Gasly, alors qu'Alonso, lui, la pénalité était justement justifiée. Ouais, pour moi, je pense que Gasly n'aurait pas dû avoir de pénalité. Euh, on le sait, là, dans le premier tour, tout est serré, tout le monde est proche. Gasly s'est un petit peu pris en sandwich, il ne pouvait plus rien faire. Sa ligne de course était là. Euh, il n'a pas poussé en dehors Alonso. Il a tout simplement suivi ce que les deux voitures lui permettaient de suivre. Il avait sur la gauche Perez qui était très près de lui. Perez n'a jamais poussé Gasly non plus. Donc tout le monde a été propre. C'est tout simplement, je trouve, Alonso qui a voulu peut-être un peu trop, voulu avancer un peu trop vite et qui s'est pris sur la voiture de Gasly. Donc pour moi, en théorie, j'aurais pas donné de pénalité, mais bon, écoute, c'est la décision des commissaires. On parle souvent du pilote qui a causé l'accident. Ils ont déterminé que Gasly avait causé l'accident. Donc, c'est pour ça qu'il a été pénalisé. Mais effectivement, moi, je n'aurais pas mis de pénalité à Gasly. Ouais, effectivement. Et effectivement, alors, donc ça c'était notre point de vue sur la stratégie. Parlant de Lance Stroll, 9e, il a été bon tout au long du week-end. Une bonne qualification samedi. Dimanche, encore dans les points. Cette fois-ci, il a fait un sans faute. Peut-être plus tranquille, mais quand même, ce sont 2 points qui rapportent à Aston Martin. Ouais, oui. Honnêtement, cette position de Lens, je pense ils vont la prendre avec plaisir. Surtout qu'ils ont profité justement de la stratégie de Ocon, qui était très sur la défensive, alors qu'eux ont peut-être pu être un petit peu plus agressifs, aller chercher l'adversaire. Donc, ça, c'est positif pour eux. Lance Stroll qui termine dans les points avec un petit 2 points. Ça peut toujours être bien pris pour eux. Eux aussi se retrouvent dans une certaine course avec, bon, ils sont très loin d'AlphaTauri, ils sont rendus 7e, mais néanmoins, tout peut arriver. Rendu là, chaque position compte. Ils doivent aussi travailler sur l'avenir et ces petits points peuvent les aider. Ouais, effectivement. Et puis, surtout que, bon, malgré les 18 points perdus lors du Grand Prix de Hongrie à la suite de la disqualification de Vettel, euh,
C'est sûr que ça ne les aide pas vraiment, mais chaque point compte maintenant pour la suite du championnat. Et juste à regarder le classement des constructeurs, bon, ils ont 31 points de retard sur AlphaTauri. Donc, il va falloir quand même que s'ils veulent les rattraper d'ici la fin de la saison, il reste 6 courses, que les deux pilotes mettent un peu plus de grinta sur la piste et une meilleure stratégie aussi parce que soyons honnêtes, on a beau avoir vu un moment cocasse en les pneus slick de Vettel, mais jeez, ça n'a pas été fameux. Ton entrée au puits était magnifique. Ouais, écoute, et contrairement à F1 2021, il n'y a pas de flashback disponible alors. Non, on peut pas changer d'idée. Effectivement. Sinon, je regarde aussi le résultat. Je regarde aussi les résultats. Chez McLaren, ça a été anonyme. Oui, Lando Norris finit 6e. Bon, soyons honnêtes. Est-ce qu'on a vu Norris sur les écrans? Quelques fois. Mais on n'a pas vu Daniel Ricciardo parce que lui, il partait en fond de grille à la suite d'un changement complet de moteur. Mais, écoute, il s'est fait voler les 2 positions par... il s'est fait prendre 2 positions par les 2 Alfa Romeo pour finir 13e. Mais Norris marque 6 points. Dans une course où les Ferrari, celles de Charles Leclerc et de Carlos Sainz, marquent 16 points. Donc, c'est 10 points grugés par McLaren dans la course pour la 3e place. Donc, c'est 240 contre 232,5. Donc, c'est à peu près... Donc, c'est 17 points et demi de retard que Ferrari... d'avance que McLaren détient sur Ferrari, mais... Soyons honnêtes, ça n'a pas été la meilleure... C'était pas le meilleur week-end de McLaren, surtout pour Daniel Ricciardo. Non, pour Daniel, ça a été compliqué. Aucun rythme durant la course, n'a jamais été capable de profiter des erreurs des autres également. Ça, c'est souvent frustrant pour un pilote quand tu vois que ta voiture ne t'offre pas le niveau de performance que tu souhaites. Ça complique les choses pour un peu tout le monde, surtout pour McLaren qui sont dans une énorme course pour la 3e position. Une position qui est très, très importante pour de manière monétaire. Quand tu regardes tout ça, tu parlais des 7 points, écoute, ils sont là. C'est important pour eux de les avoir. Maintenant, ils vont devoir capitaliser lors des prochaines courses. Et si je regarde le calendrier, je pense qu'un Grand Prix comme les États-Unis pourrait peut-être leur être favorable sur Ferrari. Encore là, ça va dépendre bien sûr des conditions, mais ils vont pouvoir, dans les prochaines courses, optimiser leur performance. Je crois qu'ils vont tout de même terminer 3e, mais là aussi, on a une très belle course qui s'annonce. Oui, effectivement, et je crois que oui, il y a la lutte au championnat pour la première place, mais la 3e place est tout aussi épicée. Donc, et parlant d'épicé, on va parler de Ferrari. C'est un bon résultat en quelque sorte. Sainz qui finit 8e a été très bon. Charles Leclerc 4e, c'est un excellent résultat pour lui. Mais il y a quelque chose qui me revient en tête. Qui a eu la brillante idée de dire à Charles Leclerc qu'il pouvait viser la victoire? En fait, je pense que c'est un problème de communication entre l'écurie et Charles Leclerc, parce que souvenons-nous que Charles Leclerc commençait à être inquiet pour réussir à terminer la course. Le moment propice, là, c'était à peu près à 17 tours de la fin. Il a commencé à vouloir peut-être gagner la course avec son train de pneus actuel. Et là, il commençait à demander à son écurie si je m'arrête maintenant, ça va être quoi la conséquence? Si je m'arrête pas maintenant, que je continue avec ces pneus, où pensez-vous que je vais terminer? Ferrari n'ont jamais été capables de lui répondre. On lui dit encore un peu copy. Oui, il a même dit P1, je crois, hein, à un moment donné. Donc, on dirait que les deux, ils savaient pas trop qu'est-ce qui allait arriver. C'est dans ces conditions qu'on voit un peu, on peut se marrer un peu des écuries parce qu'ils
se sentent vulnérables. Ils ont peu d'informations, ils ne contrôlent rien ou pratiquement rien. Et aujourd'hui, ça a été le cas dans le cas de Leclerc. L'un disait qu'il pouvait terminer P1, l'autre disait non, non, on peut pas. Leclerc qui essaie d'avoir de l'information sur où il allait finir s'il continue avec son traîneau à pneus. Et bon, ils ont finalement décidé de s'arrêter, qui est une décision totalement saine, parce que finalement, il termine 4e. Lui aussi réussit à limiter les dégâts, à aller chercher des points importants personnels et pour l'écurie. Et tu veux savoir quoi? Tu veux savoir quelque chose? Il y a un demi-point qui sépare Carlos Sainz de Charles Leclerc au classement des pilotes. Ce fameux un demi-point, hein? Écoute, ça pourrait être pire. Imagine si c'était il se battait pour le championnat des pilotes. Oh mon Dieu. Remarque que c'est encore le cas en ce moment, mais... La bonne nouvelle chez les pilotes, c'est que Verstappen et Hamilton ont tous les deux ce demi-point. Ouais. Donc, c'est ex-aequo de ce côté-là. Nous n'aurons pas ce fameux un demi-point qui détermine le championnat. Ouais. Shades of 1984. Ah, ouais. Ouais. Donc, je regarde aussi de quoi on pourrait évoquer. Peut-être Pierre Gasly. Bon, on a parlé de sa pénalité, mais sa course en général, quand même bonne. Oui. Ben oui. Ben oui. Écoute, encore une fois, Gasly réussit un tour de maître avec cette voiture. Il est tellement bon. Maintenant, à voir si... On en parle souvent, mais à voir si Red Bull vont le récompenser un jour. Présentement, il fait bien chez AlphaTauri. Il va être obligé de bien faire l'an prochain aussi. Mais pour la suite, je lui souhaite quand même de tester cette voiture, cette Red Bull. Mais pour l'instant, sa course, à part cette petite infraction qui, selon moi, n'aurait pas dû être, il y a eu une excellente course et on peut bien sûr le féliciter pour ça parce que c'est à lui que tout revient. C'est le mérite. Quand tu vois à quel point Tsunoda a un peu de la misère avec cette voiture. Tu sais, quand on se compare, on se console, ben, Pierre Gasly peut se consoler parce que la position qu'il occupe, c'est ce que Verstappen occupait sur lui il y a 2 ans. Là, il domine son coéquipier, il est dominant, il réussit des petits cadeaux pour AlphaTauri, donc c'est très bien pour lui. Ouais, et finalement, on va terminer, en fait, ça n'a pas été C'était pas un classique, ce Grand Prix de Turquie, contrairement à l'année dernière. Mais il y a un moment qui nous a tenu en haleine. C'est cette belle bataille entre Lewis Hamilton et Sergio Perez. Ça, c'était du pilotage de haut niveau. On voit que ce sont 2 pilotes expérimentés. Hamilton qui a tenté une attaque sur Perez. Mais ce dernier, au virage 12 et 14, et même au virage 1 même, Hamilton a tenté une attaque, Perez a résisté, même si Hamilton n'a pas donné assez d'espace, mais il lui en a donné, mais Perez a réussi à revenir, mais... J'avais tellement peur au contact, parce qu'on ne souhaite tellement pas que c'est comme ça que le championnat va se décider après une si grande course. Bon, il y a eu un contact qui n'était pas intentionnel du côté de Bottas qui a favorisé Mercedes lors de la course en Hongrie. On dirait que j'ai un doute. Mais Perez a joué tellement propre. C'était ce qu'il fallait faire parce que lui aussi, sa course aurait pu être en danger dans cette course infernale pour cette position. Les deux ont été très propres et tout se finit bien. À la toute fin, c'est un dépassement qui a été magnifique. Un dépassement sûrement qu'on va revoir dans les faits saillants en fin de saison parce que honnêtement, c'était un moment important aussi dans la course. C'est ce qui a permis justement à Perez d'être toujours devant Hamilton. Et ça, c'est un travail de coéquipier. Ça, c'est un travail de coéquipier de garder celui qui est en bataille avec ton coéquipier derrière toi. Ou avec autant de travail. Écoute, félicitations pour Perez et Hamilton d'avoir été quand même, de lui avoir laissé de l'espace. Effectivement. Donc, je pense que ça, c'était un moment fort de ce Grand Prix de Turquie, bon, qui n'était pas fameux. Pratiquement le seul. Ouais, moment fort, effectivement. Donc, voilà, c'est ce qui complète cette émission d'après-course du Bulletin GP. Avant tout, je vais vous donner le classement des pilotes à l'approche du Grand Prix des États-Unis. On fait une course dans notre
un très bon décalage horaire, donc une course en après-midi. Donc, ce qui est cool. Même la C'est qualification. les favorites. Et même les qualifications vont être en fin d'après-midi, genre à 17h. Donc, juste avant. Je pense qu'il y a juste avant un match du Canadien. Alors, c'est bien parfait. Quel plaisir. Donc, Max Verstappen va arriver à Austin dans 2 semaines avec 262 points et demi. Il avance et la tête du championnat. C'est 6 points de plus que Lewis Hamilton. Valtteri Bottas est 3e avec 77 points. Lando Norris en a 145. Sergio Perez, par contre, se rapproche. Il en a 135. Et on en parlait. Carlos Sainz et Charles Leclerc, respectivement, 6e et 7e avec Sainz ayant un demi-point d'avance sur son coéquipier monégasque. Daniel Ricciardo, 8e avec 95 points. Pierre Gasly en a 74 et Fernando Alonso en a 58. Au championnat des constructeurs, Mercedes mène avec 433 points et demi. C'est 36 de plus que Red Bull. McLaren en a 240, Ferrari 232.5, Alpine à 104 points, AlphaTauri 92, Aston Martin en a 61, Williams à 23 points, Alfa Romeo 7 et Williams 0 comme Wallet. Alors, notre prochain rendez-vous, ce sera le Grand Prix des États-Unis dans 2 semaines, à des heures, comme je l'ai dit, un peu plus normales pour nous, si vous nous écoutez en France. Donc, nous, la course va être en après-midi. À vos heures. À vos heures, donc ça va être à 21h en France. Nous, ça va être à 15h. 15h avec les qualifications à 17h. Donc, ça veut dire que probablement après. Donc, ça veut dire après, si vous voulez regarder les qualifications, vous pouvez aller sortir en bar. Ça va être bien plus facile. Ou bien sinon, aller voir le Canadien. Je n'ai même pas encore regardé le calendrier à savoir s'il y a un match au Centre Bell, mais whatever. Sinon, nous, on va se retrouver jeudi pour le podcast original. On va parler entre autres du calendrier qui sera dévoilé le 15 octobre. Donc, on va donner un avant-goût. Puis parler aussi des nouvelles, de la nouvelle concernant les essences et les émissions carboneutres d'ici 2030. Cet épisode sera disponible sur toutes vos plateformes préférées. On est de podcast. On est aussi disponible sur Facebook, Twitter et Instagram. Marc-André, un énorme merci d'avoir été là. Merci à toi, Abdou. C'est toujours un plaisir. Effectivement. Puis, on se retrouve dans 2 semaines pour l'après-course, évidemment, du Grand Prix des États-Unis. Évidemment, qui va être un peu plus tard durant la journée. Peut-être même en direct, on ne sait pas. Ça va dépendre. Mais sinon, on va se retrouver ce jeudi pour l'émission du Bulletin GP. Je m'appelle Abdou Sall. On continue toujours de rouler avec le Bulletin GP et profitez de ce lundi d'action de grâce, peu importe où vous êtes. Ou sinon, je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Salut tout le monde. Salut à tous.